Bonjour Jean-Marie Blas de Robles et bienvenue donc à cette rencontre littéraire dans le cadre de Lire à Limoges, le festival de rencontres littéraires qui nous permet de donc nous retrouver pour cette rencontre virtuelle. Je vous remercie beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. Jean-Marie Blas de Robles qui est décrit comme écrivain, philosophe, poète. Je vous présente, vous êtes né en Algérie, vous avez étudié la philosophie, vous avez étudié l'histoire aussi à la Sorbonne, au Collège de France. Vous avez enseigné dans différents pays, alors on trouve votre trace quand on fait des recherches archéologiques sur Internet, dans des pays tels que le Brésil, on vous retrouve à Palerme, à Taïwan. Et alors ce qui m'a beaucoup plu, c'est que vous êtes aussi un explorateur. On va parler d'exploration en discutant de votre dernier livre. Mais j'ai vu qu'en 1986, vous avez été archéologue sous-marin en Libye. Donc j'imagine quelle merveille vous avez dû voir sous l'eau et qui ont probablement nourri votre imagination pour l'écriture de vos romans qui sont tous fantasmagoriques et qui tournent vers le fabuleux avec... qui s'ancre vraiment dans une imagination d'une fertilité que je trouve absolument réjouissante. Et je me réjouis de parler avec vous aujourd'hui. Vous avez publié plusieurs romans, plusieurs sortes d'ailleurs de livres depuis 1982, qui est l'année de la mémoire du riz et autres contes. J'en cite quelques autres. Le fameux et remarquable Là où les tigres sont chez eux, qui a eu le prix Médicis en 2008. L'île du Point Nemo, Dans l'épaisseur de la chair. Mais vous êtes aussi poète, je l'avais dit en introduction. Le dernier recueil que vous avez publié, c'est Haute lassitude, au pluriel. Et vous avez aussi écrit des essais sur l'archéologie, qui est votre sujet. Vous êtes aussi un dessinateur, alors plein de talents, et ce talent s'exprime dans votre dernier roman, publié toujours aux éditions Zulma, Ce qu'ici bas nous sommes, que vous avez illustré richement, de manière très diverse, de manière extraordinaire, je trouve, vraiment. Et ma première question, pour commencer cette rencontre, concerne justement ces dessins, ces illustrations. Je voulais vous demander, Jean-Marie Blas de Robles, qu'est-ce qui est arrivé en premier quand vous avez décidé d'écrire cette histoire dont nous allons parler de l'intrigue, Ce qu'ici bas nous sommes. Est-ce que c'est l'idée des illustrations? Est-ce que c'est l'idée du voyage du narrateur? Est-ce que c'est les deux? Et comment vous avez procédé au niveau de la temporalité? Combien de temps ça vous a pris? Et comment est-ce que vous avez d'abord dessiné, ensuite écrit? Est-ce que vous avez fait les deux en même temps? Ou voilà, dans quel ordre? Alors, c'est un peu tout ça en même temps, en fait. L'idée de départ, c'était vraiment de coller à ce que j'ai adoré dans les revues du 19e siècle, comme la revue du Tour du Monde ou le Magasin Pittoresque, ces récits d'exploration réels, pour le coup, à l'époque, et qui étaient souvent illustrés de très belles gravures sur bois que j'ai toujours adoré et que je feuillette depuis mon adolescence. C'est vraiment mon réservoir d'imaginaire, en fait. Et donc j'avais envie oui, d'utiliser ces codes de narration, d'exploration, au sens le plus proche du terme de la véritable anthropologie, ce qui me permettait de faire des dessins pour accompagner cette fausse exploration. Donc l'idée était déjà d'avoir ce cadre oui, de revue du 19e, donc texte et dessin dans les marges. Et ensuite, l'idée majeure, c'était vraiment la ville perdue, la ville mystérieuse, la ville du désert, la ville qui se situe nulle part, celle dont on ne revient jamais. Et surtout, cette ville avec ce chaman qui est en fait un dieu. Donc ma question au départ, c'était que se passe-t-il dans une ville, que se passerait-il dans une ville si Dieu, un Dieu, était réellement présent à l'intérieur de cette ville. Donc là, c'était le cadre de départ. Et je me suis mis à dessiner la ville pendant un an, sans écrire un mot, juste en pensant à mon plan, en fabriquant mes histoires. Mais j'ai laissé vaguer mon imagination complètement pendant un an, avec un dessin, voire deux dessins tous les soirs. Donc j'en ai une masse phénoménale.
et en disant, ben voilà, il faudrait qu'il y ait un chaman, il faudrait qu'il y ait ceci, il faudrait qu'il y ait cela. Donc j'ai construit à l'envers tout un monde qui n'existe pas. Mais vous auriez pu faire en fait une bande dessinée presque, ou un livre, un roman graphique comme on dit. C'est pas une idée qui vous a trotté dans la tête Non, parce que je ne suis pas assez bon dessinateur pour... là, c'est Oh, quand un même. illustrateur correct, très bien, je suis Vous êtes modeste, un parce que bon vraiment artisan. c'est extraordinaire ce que vous Mais faites. mon métier, mon travail, ma passion, c'est le texte. Donc là, je voulais me frotter pour la première fois au fait d'accompagner mon texte par des dessins, ce qui change en fait totalement la nature du rapport qu'on peut avoir au texte, hein. Même si je dessine toujours en marge des romans que j'écris, donc je suis toujours environné de dessins, de peintures, même si aucun dessin n'apparaît après dans les romans, mais ça fait partie du processus de création. Et là, pour la première fois, j'ai pu mettre tout ce processus de création en œuvre à l'intérieur du livre, ce qui montre vraiment qui met en scène le processus lui-même de créativité, par collage, par association d'idées, voilà, on met quelque chose de vrai avec quelque chose de vrai, on les rassemble, ça fait quelque chose de faux, qui est encore plus vrai que les deux morceaux rassemblés. Et j'ai expérimenté pour la première fois le grand plaisir de jouer avec l'image. C'est-à-dire que à partir du moment où je peux dessiner un paysage de désert infini, qui est le cas dans le livre, je n'ai pas besoin de le décrire par les mots. Donc le texte peut se concentrer sur autre chose et vient en complément de l'image qui vient elle-même en complément du texte. Donc il y a tout un jeu que j'ai adoré faire entre ce dialogue entre l'illustration et le texte. Alors en parlant de jeu, et puisqu'on est sur la forme, avant de parler du fond, parlons justement de tous ces stratagèmes que vous avez développés dans ce livre. Il y a effectivement le dessin qui apporte une autre dimension. On est vraiment sur quelque chose en plusieurs dimensions avec le texte, le dessin. Il y a un moment, il y a un poème qui est très amusant sur... l'avenir de l'orme, le phasme et l'avenir de l'orme. Et puis, il y a des QR codes qu'on peut flasher pendant la lecture. Là, vous avez eu une idée absolument fabuleuse. Moi, je n'avais jamais vu ça en littérature. C'est qu'on peut trouver des portes d'entrée un peu partout dans ce livre. Alors ça, comment est-ce que vous l'avez travaillé? C'est venu après aussi d'avoir cette idée géniale de faire flasher le livre par le lecteur? Non, c'était vraiment au début aussi. J'adore ce genre de pratique un peu synesthésique où on ne se contente pas de la lecture, mais où le lecteur peut intervenir, peut aller chercher des choses cachées, comme depuis Là où les tigres sont chez eux, qui était qui était prêt en 1997, même s'il n'est sorti que bien après. J'avais conçu un site internet où on pouvait écouter les chansons ou la musique contenue à l'intérieur du livre, on pouvait voir certains paysages, etc. J'adore cette complémentarité qu'offre la technique moderne et en particulier l'informatique et l'Internet. Et là, les QR codes, c'est vraiment magique. Ça permet de mettre sur un petit dessin de rien du tout 1400 mots. C'est déjà énorme. Donc on peut cacher des poèmes, ce qui est le cas dans ce livre. On peut cacher des clés de lecture, ou d'autres facettes de certains dessins. Exactement. Et puis il y a surtout le QR code qui est un générateur infini de nécrologie ou de biographie, et que ni votre vie, ni la mienne, ni toute celle de l'humanité, depuis le Big Bang jusqu'à la fin des temps, ne suffira pas à épuiser. Donc ce sont
en fait, j'ai écrit la bibliothèque de Babel en un seul QR code, avec une infinité de livres contenus dans le livre, toutes choses qui me plaisent et qui sont en fait très borgésiennes. Oui, complètement. C'est absolument vertigineux. Alors, on va parler un petit peu de votre narrateur avant de lire. Votre narrateur, c'est Augustin Harbour, qui en 1982, révolté, blessé par l'attentat de la rue des Rosiers, quitte Paris et va en Libye. Et il part pour explorer l'ancien royaume des Garmnates avec son guide Hamza. Et on va voir qu'au gré de ce périple, il ne va pas atterrir du tout là où il pensait aller. En fait, ce jeune homme, donc féru d'anthropologie, disciple de Lévi-Strauss, il atterrit dans l'oasis de Zindan, qui est un lieu qui se matérialise devant lui au gré d'une tempête de sable, et qui va s'avérer très bientôt être un endroit mystérieux dans lequel la culture, les mœurs, les habitudes sont à la fois familières, parce que tout ça nous évoque une humanité qui nous est un peu jumelle et en même temps très étonnante et très étrange. Et vous nous décrivez tout ça, comme on l'a dit, à travers le texte, à travers les illustrations, à travers ces QR codes, etc. Mais vous vous plaisez aussi dans le livre à éclater les temporalités. On va en parler d'ailleurs des époques et des temporalités, parce que c'est fascinant chez vous. Mais nous retrouvons Augustin 40 ans plus tard, sous la houlette de Otto Binswanger. Alors j'ai vu qu'il avait vraiment existé, neurologue, mais contemporain de Nietzsche. Mais là, il est auprès d'un lac au Chili, à Licanré, et il bénéficie d'une espèce de remise en forme psychologique, psychiatrique avec d'autres malades. Et il va leur raconter ses aventures, il va vivre en communauté, et il va essayer de prouver qu'il n'est pas fou. Et ça, c'est une entreprise qui a déjà été menée, vous le tirez ça du réel. Hein. Est-ce que vous pouvez nous parler vraiment de ce point de départ du roman, c'est-à-dire de cette façon de vouloir prouver que ce qu'on dit est vrai, même si ça paraît incroyable? Alors ça, c'est venu d'une troisième piste, en plus de celle des dessins et du journal anthropologique. C'est ma découverte d'un anthropologue, mais surtout d'un historien de l'art qui a été actif dans les années 1914-1920 et qui s'appelait Aby Warburg, donc un juif allemand de Hambourg qui a inventé une méthode absolument révolutionnaire d'interprétation des images, une iconologie qui fait encore référence aujourd'hui, un grand lettré, un grand érudit, et qui, dans sa jeunesse, avait fait un voyage anthropologique chez les Indiens Hopi, 40 ans avant de fonder sa bibliothèque à Hambourg. Et ce personnage, donc, qui était très célèbre, a eu un accès de folie à une période de sa vie, juste après la guerre de 14. Il a été vraiment catastrophé, traumatisé par les horreurs de la guerre. Il a senti l'antisémitisme monter. Et puis il a pété un câble, on dirait aujourd'hui, complètement. Il a voulu tuer sa femme et ses enfants pour les protéger du nazisme. Et il a fallu l'interner. Et comme il était très riche, on l'a interné dans une clinique psychiatrique de luxe sur les bords du lac Léman ou de Constance. Et il s'est retrouvé avec d'autres patients tout aussi célèbres, sinon plus que lui, à savoir le danseur Nijinsky, qui était en fin de carrière et lui aussi passé de l'autre côté du miroir, le peintre Ernst Ludwig Kirchner et la féministe Beta Pappenheim, dont Freud a étudié le cas sous le nom de Anna O. Donc ça, c'est vraiment ce qui a existé et que je n'avais pas envie de raconter parce que je n'avais pas envie d'écrire un roman historique. En revanche, ce qui est arrivé à Aby Warburg, c'est qu'au bout de 3-4 ans où il était réellement complètement fou, il était plus capable d'écrire une ligne, plus capable de prononcer un mot, il hurlait, il était sous opium, Freud et Binswanger le considéraient comme perdu,
il se trouve qu'à un moment donné, ce Haby a proposé à ses professeurs un défi en leur disant, écoutez, maintenant, moi, je sais que je suis revenu au réel, donc est-ce que vous acceptez ce pari? Je vous fais une conférence d'1 heure et demie sur un sujet précis, et à la fin de cette conférence, si vous jugez que j'ai retrouvé ma lucidité, vous me lâchez, vous me laissez sortir de... C'est ce qu'il a fait. Il a travaillé 1 an, il a préparé sa conférence, qui est aujourd'hui publiée sous le nom de le rituel du serpent chez les Indiens Hopi. Donc il a raconté son ancien voyage fait 40 ans avant, ses observations anthropologiques sur les rituels Hopi propitiatoires et qui permettaient de repousser les forces chtoniennes représentées par les serpents pour s'assurer la fertilité du sol, toutes choses qu'on retrouve un peu après dans le roman avec les amphisbènes, etc. Et ça m'a fasciné parce que bon, il a réussi son pari, sa conférence est parfaite et il a gagné sa liberté par cette conférence. Et donc j'ai imaginé un scénario à peu près similaire où mon personnage, Augustin Harbour, je préviens au début du roman que ça vient de Warburg, donc, mais se retrouve donc lui au Chili, on comprend peu à peu que c'est aussi une clinique de luxe pour patients de luxe, avec des clones de Nijinsky, de Bertha Pappenheim, mais c'est aujourd'hui que ça se passe, donc, et ce sont comme des spectres de cette histoire que je viens de raconter. Et donc Augustin Harbour est chargé par son thérapeute d'écrire cette conférence, d'écrire ses souvenirs, d'écrire l'anamnèse de ce voyage qu'il a fait 40 ans auparavant en Libye, dans le royaume des Garamantes, et qui, semble-t-il, l'a plongé dans cet état de schizophrénie qui fait qu'il est interné depuis des années. Donc le roman joue sur les 2 tableaux. On est à la fois au Chili aujourd'hui, oui, avec Augustin Harbour qui a 70 balais et qui se souvient et qui dessine et qui raconte le plus objectivement et anthropologiquement possible l'expérience pour lui, qui est absolument réelle, qu'il a vécue il y a 40 ans dans le désert. Et on a ces papiers, c'est-à-dire le texte qu'il va donner à lire à la fin à ses thérapeutes. Donc on a à la fois sa vie aujourd'hui avec ses camarades patients au Chili autour de ce lac, dans son petit journal intime, et le vrai récit ethnographique, anthropologique de cette découverte de l'oasis de Zindan. Et nous allons nous y rendre dans l'oasis de Zindan avec une lecture. Je vous donne votre livre, voilà, qui va nous plonger dans cet univers qui est tellement fantasmagorique. Ne s'étonner de rien, avais-je écrit dans mes carnets. Se contenter d'enregistrer les faits sans préjuger de leur signification par rapport aux normes culturelles de l'observateur. C'est depuis les considérations sur les diverses méthodes à suivre dans l'observation des peuples sauvages, rédigées par Joseph-Marie de Gérando en 1800, le b.a.-ba de l'anthropologie tel que l'a fondé et illustré mon maître, Claude Lévi-Strauss.
mais rencontrer, là où je me trouvais, un fonctionnaire de type occidental, à moitié nu et doté de lorgnon, produit un choc à nul autre pareil. J'eus fort à faire pour conserver l'impassibilité requise par mon travail. La ville affecte la forme grossière d'une étoile à 4 branches, entourée d'une enceinte sur tout son périmètre. Elle possède 4 portes correspondant à autant de quartiers autonomes qui ne communiquent entre eux que par une place centrale. Les habitants peuvent s'y croiser le jour, ou même passer d'un quartier à l'autre, mais on ferme les accès durant la nuit, si bien que chacun doit réintégrer son clan avant le coucher du soleil. À l'extérieur des murailles, un puits artésien aménagé en réservoir d'irrigation alimente la palmeraie et les nombreux jardins cultivés alentour. Situés au sud-est, les vestiges de 3 mausolées romains attestent une occupation antique dont on retrouve les signes à de nombreuses colonnes ou chapiteaux utilisés en remploi. Au sud-ouest, un lac salé bordé de palmiers se laisse deviner entre les dunes. Au nord-est, enfin, la silhouette d'un grenier fortifié domine la ville. Il me parut d'emblée l'objet incongru de toutes les vénérations. On se doute que je photographiais à tout va, persuadé à bon droit du caractère inédit de ce que je voyais. Le résultat fut catastrophique. Développé dans la chambre noire portative que j'avais avec moi, mes images ne montraient rien, sinon des réseaux d'éclairs ramifiés, comme les cicatrices laissées sur la peau de ceux vivants ou morts qui ont été frappés un jour par la foudre. Dans un premier temps, j'en conclus que mes pellicules avaient été affectées par l'orage magnétique que nous avions subi avant d'arriver ici. Je me résignai donc à dessiner à l'ancienne tout ce qui me semblait le mériter dans mon journal de route. Je reviens à Zindan et à la distribution de ces quartiers. On notera que Bab el-Kelb, la porte du chien, donne accès au clan des trayeurs de chiennes. Bab el-Jambari à celui des mangeurs de crevettes, Bab el-Amazoun à celui des Amazones, et Bab el-Sidr, la porte du jujubier, au clan de ceux-là qui s'estiment privilégiés de leur proximité avec l'arbuste en question, non loin du grenier que les 4 clans considèrent comme le temple commun de leurs croyances. On les nomme familièrement ceux du jujubier, et ils ne sont pas peu fiers de cette prérogative. Si les habitants de Zindan durent s'affronter autrefois pour quelques raisons sérieuses, antagonisme qui peut seul expliquer l'isolement clanique de leur quartier, voici longtemps qu'ils ont oublié leurs différends, car ils se fréquentent sans animosité et ne se distinguent que par quelques tabous alimentaires. Ceux du jujubier s'abstiennent de consommer des crustacés, des jujubes et des animaux mâles. Les Amazones mangent de toutes les bêtes, à condition que ce ne soient pas des femelles, mais s'interdisent l'ours et le cochon, ce qui n'est guère difficile puisqu'il n'y en a pas. Les mangeurs de crevettes se gardent de tout être vivant qui ne vienne pas du lac. Quant aux trayeurs de chiennes, ils refusent d'avaler ce qui ressemble de près ou de loin à leur animal fétiche, mais se régalent des petits fromages qu'ils fabriquent avec leur lait. Tous, en revanche, se nourrissent de leurs défunts et ne font pas mystère, comme nous le verrons sans tarder, de leur goût pour la chair humaine. Voilà, alors j'aime énormément ce livre et j'aime beaucoup ce passage qui montre toute la fantaisie de ce texte qui ressemble d'ailleurs, vous citez par moment, à un moment vous citez René-Antoine de Réaumur et son art de faire éclore et d'élever en toute saison des oiseaux domestiques de toute espèce, daté de 1749.
dans lequel il essaye de rapprocher des poules et des lapins. Et vous le citez, c'est très drôle. On est dans quelque chose qui semble complètement absurde, mais qui existe et qui repose sur des choses réelles. Et le livre est parsemé, c'est un vrai catalogue de références. Et en même temps, c'est une immense cours enfin, je sais pas, terrain de jeu pour l'imagination. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez articulé ces références réelles de choses qui nous paraissent, qui étaient très sérieuses, mais qui en fait, dans ce contexte-là, nous paraissent très drôles, et en même temps, ces choses qui sortent vraiment de votre imagination, à tel point que moi, je suis allée voir plein de choses pour me dire, mais est-ce que là, il me mène en bateau? Mais enfin, non, c'est pas possible. Il ne ment pas, c'est vrai. Et puis là, non, c'est inventé. Comment vous avez articulé tout ça? C'est là où ça rejoint ce que je disais au début de notre entretien sur le processus créatif qui est là montré, qui est mis à plat d'une certaine façon dans ce livre. Moi, je fonctionne avec des centaines de carnets où je note tout le temps des petites idées ou des petits dessins, des choses que j'ai lues, des choses qu'on m'a racontées, vraiment des milliards de fragments qui sont vrais en soi ou faux en soi, peu importe, mais qui ne se mettent à fonctionner que lorsqu'on les rapproche à la manière de Lautréamont, quand on met une machine à coudre sur une table de dissection et qu'on lui fait rencontrer un parapluie, ça produit une image que les surréalistes vont appeler surréaliste, que Lautréamont n'appelait pas une image surréaliste, mais de la beauté, produit en tout cas une invention, produit quelque chose d'inattendu et de nouveau. Je fonctionne de cette manière et je prétends qu'on ne peut pas fonctionner autrement si on se mêle d'imaginer. On ne peut pas imaginer à partir de quelque chose qui n'existe pas. Donc le processus même de l'imagination fonctionne comme un collage. On prend quelque chose ici, on prend quelque chose là, on les met ensemble et on fabrique du nouveau. Donc il y a eu tout ce travail préalable de confrontation des images. Donc j'ai d'abord choisi un corpus d'images de ce qu'on appelait les indigènes, les autochtones, dans ces revues qui sont toujours représentés comme des sauvages, bien sûr. Ils sont toujours nus ou à moitié nus. Donc là, on est sur cette période 18e, 19e, Gobineau, etc. Exactement. Mais même les explorateurs, sans être Gobineau, sans être des racistes, étaient en tout cas persuadés que des bienfaits de la civilisation occidentale et du fait qu'il était normal d'apporter notre civilisation à des civilisations, enfin, on ne parlait même pas de civilisation, à des sauvages, à des barbares, qui étaient encore à un stade inférieur du développement humain. Donc il y avait cette notion claire de supériorité de la race blanche par rapport à ce qu'ils appelaient la race noire, etc. Donc c'était quelque chose qui était le mieux partagé du monde, par tout le monde. Du coup, les dessins s'en ressentent, c'est-à-dire que quand on découvre le Dahomey, les cannibales du Dahomey, des choses comme ça, les tribus du Dahomey sont représentées vraiment comme des sauvages. Les femmes sont difformes, les hommes sont musclés, mais ont l'air un peu bêtes. Il y a cette espèce de racisme et de colonialisme ambiant qui se ressent dans les dessins. Donc j'ai fait un choix de tous ces dessins et je leur ai coupé la tête à tous. Oui. Et j'ai mis des têtes de blanc de la même époque. On croise même Victor Hugo, Donc il y a Victor Hugo, poète qui ne se il y a consume pas. Il y a Jules Ferry, il y a des poètes ou des députés de l'époque. Et donc on se retrouve avec
tout un tas de personnages dont la peau est noire ou en tout cas foncée parce qu'ils vivent dans le désert, mais qui sont des blancs. Donc c'est une médina peuplée par des Occidentaux qui ont été attirés là. On va, Oui. Alors, c'est le grand mystère de c'est le grand Zindan. mystère. On ne sait pas. C'est une ville qu'on trouve par hasard et on peut y arriver de n'importe où, comme mon personnage, mon héros, qui arrive dans une tempête et qui arrive de Paris et qui est anthropologue. Très bien, on est en 2080, disons, quand il y arrive. Pas en 2080, en 1980, quand il y arrive. En revanche, il est en 2020 au Chili. Mais on peut y arriver aussi de n'importe quand. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui arrivent directement de l'époque victorienne, comme Adélaïde McCord, où il y a des Romains, où on s'aperçoit que il y a des choses à démêler. Et le personnage principal va s'y employer. Donc, comme c'est un anthropologue, armé de la théorie de Desgérando, dont j'ai lu un petit peu les préceptes tout à l'heure, et avec sa copine Adélaïde, qui vient d'arriver, qui prend un peu sous son aile, un peu par amitié, un peu parce qu'il est amoureux de cette jeune femme. Et elle, étant archéologue, donc ils se complètent et ils vont étudier les 4 clans en détail, essayer de comprendre qu'est-ce qui produit cette étrangeté absolue que l'on constate à l'intérieur de cette ville. Et ils vont vite s'apercevoir que le noyau de ce problème, c'est le chaman, c'est le Haj Hassan Abu Hassan, qui habite le grenier fortifié dont j'ai parlé tout à l'heure, qui descend avec sa vestale, Marouchka Matlich, qui est là uniquement comme prêtresse, qui l'accompagne. Cet homme qui ne paye pas de mine, qui a les pieds dans une bassine en plastique. Voilà, il s'assoit sous un mûrier dans la Médina. Il lui faut de l'eau salée pour ses pieds. Et il donne audience. Mais toute la population de Zindan n'attend que ce moment-là. On fait la queue pour aller s'asseoir à côté de Haj Hassan. Pourquoi ? Parce que cet homme-là, qui ne paye pas de mine, à partir du moment où il pose sa main sur votre épaule, il se passe une métamorphose en vous qui est proche du miracle. C'est-à-dire que vous êtes totalement apaisé, vous êtes dans le bonheur le plus parfait. C'est vraiment Dieu qui vous touche, vous êtes auprès de Dieu, vous êtes au paradis. Et là, il se met à vous raconter d'une voix douce et longtemps votre propre vie, votre propre futur, toujours la même histoire à partir de l'histoire d'Alexandre le Grand qu'il retravaille, où c'est vous, Alexandre le Grand, à qui il arrive ceci, des choses qui vous sont arrivées, dont vous êtes seul, que vous êtes seul à savoir, mais qu'il vous raconte et qu'il connaît. Et la magie s'opère pendant 1 heure, 2 heures, tant il vous tient sous son emprise. Lâche-t-il sa main, vous vous retrouvez dans la réalité de Zindan. Cet homme-là descend, ce chaman, parce que pour l'instant, ce n'est qu'un chaman, parce que mon personnage est athée plus qu'agnostique, il est mécréant, c'est un scientifique, donc c'est un chaman. Et même si toute la population de Zindan le tient pour un dieu et l'admire pour un dieu, comme un dieu, l'autre, le personnage, pense que ce n'est qu'un imposteur ou quelqu'un qui use de stratagèmes pour hypnotiser, jusqu'à ce qu'il fasse lui-même l'expérience. Le lecteur va progresser petit à petit dans cette enquête. Est-ce un chaman ? Est-ce un vrai dieu ?
Il s'avère que c'est un vrai Dieu. C'est un Dieu ociosus, un Dieu minable, qui n'est pas capable, qui a fondé une fois sa création, Zindan, et qui n'est pas capable de la modifier. Il est juste capable de faire voler par la pensée des petits fromages au lait de chienne, et puis d'autres choses que je ne dévoilerai pas, parce que ça fait partie quand même du suspense qui existe dans ce livre. Mais le fait est que le simple fait d'être un Dieu, même oisif et même impuissant, à part de vous consoler, à part le vol des petits fromages, il agit comme un trou noir. C'est lui la puissance magnétique qui fait que tout ce qui passe dans un rayon, alors j'utilise tous les termes des trous noirs, de l'horizon, des probabilités, etc., etc. Donc, passer une certaine limite, vous êtes attiré à Zindan. Toutes les religions y ont été attirées. Il y a les vestiges de toutes les religions, des 5 grandes religions. Pourquoi ? Parce que Dieu est là. Il n'y a plus besoin de christianisme, ni d'islam, ni de bouddhisme, ni de quoi que ce soit, quand Dieu est présent. Et je mène jusqu'au bout cette logique de présence divine dans un lieu clos. Un lieu clos qui absorbe et qui retient. Et vous évoquez aussi dans le texte de manière très intelligente des grands tabous finalement de nos cultures, que ce soit la mort, on l'a lu, vous l'avez lu. C'est-à-dire qu'ils mangent leurs défunts. Alors, il y a plusieurs façons de mourir à Zindan. On peut mourir par autocombustion, par exemple. C'est la mort un peu classique. Et là, les proches du défunt font une espèce de couscous avec ces cendres qu'ils récoltent et le mangent. Un couscous funèbre qu'on mange en communauté. On nettoie la vaisselle avec ses larmes. Enfin, il y a des rituels comme ça qui sont quand même hilarants et en même temps qui sont tous quoi. réels. Enfin, Existent tous. Ça existe de manger de la... Mais bien tout ça existe et c'est le même phénomène. Il y a des peuples qui mangent leurs défunts, qui les font même rassir un an avant de les consommer. Et donc j'ai fait le même travail de collage en rapprochant des choses qui existent dans certaines tribus, et d'autres qui existent ou qui ont existé chez les Grecs, par exemple, que je rapproche, et puis on arrive à un couscous funèbre et cette scène avec des pleureuses. Le narrateur se rend compte qu'il a mangé la tante en couscous, bon... C'est incroyable. Et il y a aussi les mises à mort quand même. Alors en fait, il y a une volonté de maintenir cette cité, cette oasis quand même blanche. Donc il y a un test de couleur de peau et on mange quand même, on engraisse et on mange ceux qui sont ceux qui dépassent une certaine nuance de carnation. Et donc voilà, le guide de notre infortuné guide va être mangé assez tôt dans le texte. Donc c'est pas un gros spoil de le dire, mais voilà, et donc et puis il y a aussi la sexualité quand même là-bas qui est faite sur des rituels, sur voilà, on touche les seins de la femme, si elle accepte, elle vous touche les testicules, et comme ça la magie opère ou n'opère pas. Ça aussi, c'est des choses que vous êtes allé chercher dans des recherches anthropologiques. Aussi, il y a des sociétés comme les sociétés polynésiennes par exemple ou mélanésiennes où la séduction entre hommes et femmes se fait beaucoup plus facilement que dans nos sociétés chrétiennes ou judéo-chrétiennes. Et quand une femme a envie d'un homme, elle le lui dit, il y a certains signaux. L'érotisme et la sexualité sont beaucoup plus aisés, je dirais, que dans nos sociétés, y compris actuelles, où ça devient quand même compliqué maintenant, entre le politiquement correct, le féminin, je ne sais pas comment on dit,
La cancel culture. Voilà, etc., etc. Donc Zindan, c'est un peu, oui, la fable la mise en fable de tout notre monde, de notre monde actuel. Ce qui est intéressant aussi, c'est que toute cette culture qui est la vôtre, que vous convoquez là, dont vous faites quelque chose de très érudit, parce que je vous le dis, hein, on fait vraiment son marché parmi les références, on reconnaît ou on ne reconnaît pas, on apprend beaucoup de choses. Il y en a des fausses aussi. Il y en a des fausses, c'est ça qui est fabuleux, c'est-à-dire que bon, il y a aussi des choses qui sont vraiment pleinement imaginatives. Et en même temps, on est quand même dans une veine du grand roman quand même populaire. On pense à Jules Verne, on pense à, je sais pas, Adèle Blanc-Sec, tout cet univers de recherche, d'images, d'amusement, la grande veine du roman feuilleton. Ça, c'est quelque chose. Comment vous avez produit ça aussi, cette étonnante sensation de légèreté à la lecture, qui pourtant provient d'une accumulation massive de sources et d'idées. Mais ça, je pense que ça n'est que du travail. C'est que je ne m'engage pas à la légère sur ce livre-là, comme sur tous les autres. Donc il y a vraiment 1 an de travail, de préparation, de mise au point des mécanismes narratifs, avant même d'écrire une ligne. Je fais partie de ceux qui ont besoin d'avoir un plan extrêmement précis avant de commencer à écrire une ligne. Donc je fais ça vraiment comme un metteur en scène de théâtre ou un directeur de film, c'est-à-dire que je choisis mes décors, je choisis mes personnages. Après, il y a toute une histoire de dosage des histoires que je veux raconter. Finalement, je raconte que 1/10 de tout ce que j'ai préparé, parce que je me rends bien compte que pour que ça soit lisible, et sinon léger, parce que je maintiens que c'est un livre grave, hein, même s'il est comique mais grave comme pouvait l'être un livre de Jules Verne ou de Victor Hugo. Hein. Oui, oui. Mais oui, je ne saurais dire autrement qu'en parlant de ce travail de préparation. C'est un énorme travail. Mon travail, c'est la langue, c'est la narration, c'est de raconter une histoire. Et puis j'essaie de le faire le mieux possible. Et je sais qu'on ne fait pas ça bien si on ne prépare pas les choses avant. En tout cas, moi, je ne sais pas le faire en partant comme ça. Mais l'autre indice de ce genre de travail très réussi, c'est quand on ne sent pas justement le plan et qu'on ne sent pas... Alors on sent qu'il y a du travail évidemment, d'autant que ça s'incarne dans le dessin, mais on ne sent pas le plan. On a l'impression que vous-même, vous vous faites embarquer par le récit de votre narrateur et que vous-même découvrez presque toutes ces surprises qui nous réservent à la lecture, parce qu'évidemment, vous l'avez suggéré, mais il y a effectivement un suspense et des révélations. Et ça, c'est le plus beau compliment que vous puissiez me faire. C'est que ça veut dire que j'ai réussi mon coup d'illusionniste, de prestidigitateur, que j'ai réussi à vous emmener dans ce monde invraisemblable, au point de gommer son invraisemblance et de le faire passer pour vrai, au moins dans votre imaginaire, le temps de la lecture. Mais on y croit vraiment. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que vous travaillez beaucoup dans la thématique du double, la thématique du reflet. Et c'est ce qui est aussi l'une des choses les plus troublantes dans le livre, puisque, comme je le disais, hein, on est vraiment tout le temps en train de se demander si ce qu'on lit est réel ou si ça pourrait être faux ou inventé. Et il y a un personnage dans la clinique qui s'appelle Diego qui dit « Les hommes ont toujours été émerveillés par la fidélité troublante des miroirs, d'où cette terreur de la doublure imparfaite, celle du golem, de Frankenstein, ou même des mannequins de cire dont l'humanité défectueuse nous révulse au premier regard. La plupart des films d'horreur fonctionnent sur ce principe de décalage monstrueux. » Et vous écrivez un peu plus loin, un chercheur japonais, Masahiro Mori, a théorisé la chose. Cette zone d'inconfort produite par tout robot qui tente d'imiter l'humain mais en échouant légèrement, il la nomme The Uncanny Valley, la vallée de l'inquiétante étrangeté, donc expression freudienne. Et là, vous travaillez sur cette question du double, mais on n'a pas de sentiment de malaise en lisant le livre. On a plutôt ce sentiment
c'est quelque chose de réjouissant. Mais vous avez quand même investi cette question du double et du décalage en faisant quelque chose, en vous l'appropriant vraiment de manière très personnelle. Est-ce que vous aviez envie de faire quelque chose de presque psychanalytique en écrivant ? Non, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Chez moi, j'ai jamais une idée qui préexiste. C'est d'abord une histoire, et après je découvre ce que j'ai raconté dans mon histoire comme un lecteur lambda. Mais jamais, au grand jamais, je me dis, tiens, je vais parler de tel thème. Je vais théoriser ceci ou cela. Non, pour moi, c'est trahir la littérature que de fonctionner de cette manière-là. Donc, c'est d'abord une histoire. Et donc là, s'y mêle de la psychanalyse, bien sûr, puisque on est dans un sanatorium, Oui, dans une clinique, on est dans une psychothérapie, dans une psychanalyse. Dans une psychanalyse, donc il y a obligatoirement des petites références à Freud, comme cette inquiétante étrangeté qui définit le fantastique, en fait, oui. pour Borges comme pour tous les écrivains d'aujourd'hui, mais grâce à Borges et grâce à Freud. Et le double, c'est quelque chose qui me passionne au-delà de la psychanalyse, qui n'est pas du tout ma tasse de thé, la psychanalyse. Je pense que je vais me faire haïr par beaucoup de monde, mais pour moi, ça n'est qu'une mythologie contemporaine de plus. Donc je la traite comme une mythologie, pas comme une réalité scientifique. Et en revanche, ils sont traités les thèmes du double qui m'intéressent et qui parcourent tous mes livres, qui sont en fait cette hésitation entre le vrai et le faux, entre l'image et son reflet inversé, entre la chose et sa déformation en anamorphose qui mérite un miroir pour être redressé. Où est la personne reflétée? Où est le reflet? On ne sait jamais. Et c'est quelque chose dont je m'aperçois que cela traverse tout ce que j'ai pu écrire. Et là, particulièrement, dans la mesure où mon Augustin Harbour est aussi un Abi Harbour qui est pris entre ce voyage qui a peut-être été le voyage de sa folie pendant ces années où il est resté prisonnier de sa schizophrénie, prisonnier de Zindan, et où il n'était que Abi Harbour. Mais Augustin Harbour, lui qui est dans le réel au Chili, est revenu de ce voyage et sort de sa schizophrénie, ou est-ce le contraire, ou est-ce qu'ils sont les deux en même temps? Voilà. Ce sont des choses avec lesquelles j'adore jouer et où j'aime me perdre comme dans un labyrinthe. Mais c'est récurrent. Et oui, et d'ailleurs, j'encourage vraiment les lecteurs et les lectrices à plonger dans cet univers qui est le vôtre. Et vous l'avez dit, il y a vraiment des ponts qui quand on connaît votre œuvre, qui se dressent entre vos différents livres. Il y a toujours cet attrait pour la fantasmagorie. Et je trouve que vraiment la lecture de ce qu'ici bas nous sommes a été, moi je l'ai lu en septembre 2020, je l'ai relu là ce printemps et je trouve que c'est un livre parfait pour l'époque que nous vivons, qui n'est pas forcément simple, puisque c'est un livre qui nous invite à aller trouver le Zindan dans lequel nous avons envie de nous perdre, de trouver les endroits où nous avons envie d'errer en imagination, en création, en créativité. Et c'est vraiment un plaisir, c'est vraiment une joie de pouvoir vous accompagner dans cet univers si riche qui est le vôtre et de flasher vos QR codes et de lire vos poèmes et de voir vos dessins. Donc vraiment, je vous remercie Jean-Marie Blas de Robles pour cette discussion et puis pour cet univers littéraire que vous ouvrez pour vos lecteurs et lectrices. Merci beaucoup. Merci à vous.